de définir c'est qui une personne ressource. Ça peut être les ressources humaines quand les compagnons ont ces ressources-là. Ça peut être juste un supérieur ou l'employeur au sens large du terme, mais d'être capable de recevoir la personne qui dénonce avec ouverture et respect, puis de pas c'est pas parce qu'il n'y a pas de témoins du harcèlement que les événements n'ont pas eu lieu. Là. Surtout le harcèlement sexuel, ça se passe souvent à l'abri des regards. Donc, on demande aux employeurs de garder ça en tête. Mais justement, dans quelle proportion est-ce que parce que vous parlez de 6 000 appels que vous avez à votre centre, du côté des employeurs, est-ce que vous sentez qu'on prend ça au sérieux? Est-ce que vous sentez que ces personnes-là, quand elles s'expriment, quand elles choisissent de s'exprimer, elles sont crues et entendues? Je pense que de plus en plus, les gens sont sensibilisés, on en parle, ils ont une obligation de prévention, ils savent qu'il y a des recours. Mais c'est sûr que nous, les gens qui nous appellent, c'est parce qu'ils vivent du harcèlement puis que c'est pas nécessairement pris en main par l'employeur. Puis c'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Des fois, c'est un manque de ressources. Justement, ils savent pas eux-mêmes c'est quoi du harcèlement. Donc, c'est dur de bien accueillir un employé qui vient pour puis aller chercher de l'aide. Changer des choses, c'est souvent arrêter de travailler quand même, pendant un petit bout de temps. C'est parfois arrêter de travailler, mais si on peut y arriver avant l'arrêt de travail, si on peut consulter, commencer à faire des changements avant l'arrêt de travail, ça va fonctionner très bien. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est apprendre à changer notre relation avec le travail, apprendre à travailler d'une façon plus saine, apprendre à mieux gérer sa performance. Puis pour ça, souvent, on va avoir besoin de quelqu'un qui va nous donner un coup de main en psychothérapie. Et puis ça peut se faire avant l'arrêt de travail. Donc, dès qu'on commence à voir les signes des sous-tenants, aller voir un psychologue qui est spécialisé dans la gestion du stress au travail pour nous aider à améliorer nos habiletés de gestion du stress. L'endettement moyen des Canadiens atteint un niveau record d'après Statistique Canada. La dette totale des ménages s'établit à plus de 167% du revenu disponible. Éric Plouffe a préparé ce reportage. 2029 milliards de dollars, c'est la dette totale des ménages canadiens sur le marché du crédit. Une dette qui inclut entre autres le crédit pour l'achat de différents biens et les prêts hypothécaires, selon Statistique Canada. Les prêts hypothécaires constituent près des 2/3 du total de cette dette. Le taux d'endettement a atteint un nouveau record d'un peu plus de 167% au quatrième trimestre l'an dernier. Cela veut dire que les ménages canadiens ont une dette moyenne de 1,67 $ avec leurs cartes de crédit, prêts hypothécaires et autres prêts. Était irrité. C'est finalement le premier ministre Philippe Couillard qui a sauvé l'honneur en démontrant un peu de compassion, en disant que ça n'avait aucun bon sens que les gens passent la nuit dans leur véhicule sans information. Alors, même si M. Couillard manie un peu mieux le verbe que ses ministres, on n'a vraiment pas plus d'informations en cette fin de journée sur ce qui s'est passé. Maintenant, revenons au maire de Montréal qu'on entendait dans le reportage de Mathieu. Il a publié, Denis Coderre, un rapport sur l'intervention sur l'autoroute 13. Et l'attaque de front du gouvernement Couillard, il ne s'est pas gêné pour jeter le blâme sur Québec, sur le ministère des Transports. Quelqu'un dort au gaz, dit le maire Coderre. En fait, il a publié en milieu d'après-midi. Beaucoup à la fois. Acheter des grandes quantités, effectivement, c'est encombrant le 40 rouleaux, parce que ça vous prend 2 mains, puis comment on tient la sacoche, puis il faut quelqu'un pour ouvrir la porte. Mettez-vous en groupe. Je sais que c'est pas sexy, là, mais mettez-vous en groupe pour les acheter parce que c'est plus économique, c'est plus écologique et tout ça. Partagez vos achats avec vos proches. D'accord. Puis dans vos belles aventures, quand vous sortirez en plein air, vous penserez à moi. Parce que vous pouvez pas aller, sont bien belles vos aventures, mais vous pouvez pas aller loin si vous n'avez pas ça. Puis aussi, quand j'étais à Washington, j'ai parlé avec des membres du Congrès, j'ai parlé avec des ONG, j'ai parlé avec des maires, et il y a des républicains et aussi les démocrates qui disent on doit investir dans les Grands Lacs. Et eux, ils disent ça à l'administration aussi. Alors, je pense qu'on va tous travailler ensemble. C'est certain qu'on a beaucoup de travail à faire pour faire certain que les investissements ne reculent pas. Mais je pense que l'administrateur, il a reconnu l'importance de ça. Et je pense qu'il va travailler pour faire certain qu'on a ces investissements. Mais lui-même ne croit pas beaucoup, par exemple, au changement climatique. Il n'est pas un partisan de l'environnement actif. Ça doit être assez difficile d'expliquer à M. Scott Pruitt qu'il faut investir dans les nouvelles énergies, il faut arrêter la pollution de l'eau, de l'air, tout ça. Ça doit être difficile de discuter avec quelqu'un dont on sait d'avance qu'il ne croit pas à ces choses-là. Mais alors, il m'a dit, il était clair qu'il croit dans l'air